Papa Solo, quel a été votre plus grand moment de fierté? Mon ex-femme est persuadée d'avoir effacé toute trace de ce qu'elle a fait subir à notre fille, mais elle a oublié la clé USB que j'avais planquée. Elle s'est fait pincer à voler des opioïdes à ses patients en soins palliatifs pour les revendre comme prétendus compléments minceurs. J'ai donc dû puiser dans quasiment toutes mes économies pour obtenir la garde exclusive de Lucie, notre fille de 14 ans. Un an plus tard, après avoir dépensé des sommes folles, mon ex ne voit Lucie que 2 week-ends par mois. À force de me battre pour elle, Lucie a fini par me faire une confiance aveugle. Et je la lui ai rendue. Je ne fouillais jamais ses affaires, ni sa chambre, ni son téléphone, rien. Jusqu'au jour où je suis tombé sur une balance dissimulée sous le meuble de la salle de bain, planquée sous une serviette, comme si elle ne voulait surtout pas que je la remarque. Comme toujours face à ce qui me semble louche, je l'ai confrontée. C'est pour mon activité, m'a-t-elle dit d'un ton parfaitement neutre. Les clientes aiment suivre leur progrès. Elle s'était lancée dans la préparation de repas sains pour les élèves débordés de son lycée au moment du divorce, et j'étais fier qu'elle prenne autant d'initiatives. Mais j'ai été ado aussi, je sais ce que c'est que de cacher des choses à ses parents. Ce week-end-là, pendant qu'elle était chez sa mère pour la visite imposée par le juge, j'ai fait quelque chose dont je ne suis pas fier. J'ai fouillé sa chambre. Ce que j'ai découvert m'a retourné l'estomac. Des dizaines de carnets remplis de menus aux apports caloriques effrayants. Premier jour, 500 calories. 7e jour, 200 calories. À noter, cure de jus. Dans un autre carnet, elle suivait le poids de ses clientes, avec des classements en façon compétition. C'est là que j'ai vu son MacBook posé sur le lit et j'ai eu la chance de pouvoir fouiner dedans. J'y ai trouvé près de 8 000 $ de transactions Venmo, des captures d'écran d'un serveur Discord intitulé « Les Anges de Lucie » qui regroupait 11 000 membres. On y trouvait toutes sortes d'astuces pour couper la faim, tenir bon quand le corps lâche, comparer les laxatifs selon leur efficacité, un véritable réseau où les filles s'encouragèrent les unes les autres à sombrer dans les troubles alimentaires. Je n'arrivais pas à comprendre comment elle avait pu tout me cacher aussi longtemps, jusqu'à ce que je tombe sur une discussion avec sa mère. Et là, je suis sorti de mes gonds. Tu te souviens de notre accord? 30% des bénéfices? Sinon, j'appelle la protection de l'enfance pour dire que ton père et toi me maltraitaient. D'un coup, les fringues neuves Urban Outfitters et Brandy Melville prenaient tout leur sens. J'ai entendu Lucie rentrer, j'ai tout remis en place en vitesse. Ma fille, celle qui préparait des cookies avec moi pour les voisins, gérait maintenant un empire des TCA. Certaines filles finissaient à l'hôpital. Et si quelqu'un mourait? Et si Lucie se faisait arrêter? Quand elle est entrée, je l'attendais à la cuisine. Ses carnets étalés devant moi. Elle est devenue livide. Papa, laisse-moi t'expliquer. Chérie, il faut qu'on parle. L'ai-je coupé doucement, essayant de cacher mon effroi. Dis-moi comment tout ça a commencé. Elle a éclaté en sanglots. Je n'ai jamais voulu faire ça, mais maman m'a dit que si je ne lui rapportais pas d'argent, elle raconterait au tribunal que tu m'avais touché. C'est elle qui m'a tout appris. Comment repérer les filles fragiles, comment les mettre en compétition, comment tourner les phrases pour rester dans la légalité. Ça m'a fendu le cœur. Depuis le divorce, j'étais tellement absorbé par le travail que j'en avais oublié d'être là pour Lucie, et aujourd'hui, j'en payais le prix. Elle a continué, la voix tremblante. Elle a des captures d'écran du Discord avec l'adresse IP de ton ordi partout. Qui va croire que tu n'étais pas au courant? Ce soir-là, j'ai appelé mon avocat dans la foulée, et en relisant les prénoms des filles, j'en ai reconnu 3 du lycée de Lucie. J'ai pris mon téléphone pour prévenir leurs parents, savoir s'ils étaient au courant. L'une souffrait de troubles cardiaques, une autre de problèmes rénaux, la 3e avait tenté de se suicider parce qu'elle se trouvait trop grosse pour vivre. Tout ça m'a complètement déstabilisé. Sans réfléchir, j'ai appelé mon ex-femme pour tenter de la raisonner une dernière fois. J'espérais au moins un peu de remords ou des excuses, mais elle a éclaté de rire, d'un rire cruel. Alors, elle t'a tout balancé, notre petite affaire. Fais gaffe, Kevin, j'ai des vidéos de toi en train de picoler pendant tes réunions Zoom. Avec un bon montage, tout le lycée te prendra pour un alcoolo. Au lieu d'impliquer la police et de risquer de détruire l'avenir de Lucie, j'ai tout fait pour qu'elle soit prise en charge en thérapie intensive. J'ai réduit mes heures pour être à la maison tous les soirs. Claire a redoublé de menaces, traînant devant chez nous, déposant de fausses plaintes au lycée, racontant à tout le monde dans la famille que je laissais Lucie s'enfoncer dans son délire d'entrepreneuriat. Les premières semaines ont été un enfer. Lucie me fuyait, rongée par la culpabilité d'avoir blessé d'autres filles. Au 2e mois, elle a commencé à s'ouvrir en thérapie sur la manipulation de sa mère. 3 mois plus tard, elle m'a demandé si on pouvait reprendre la cuisine ensemble, des vrais repas, avec des calories normales. Je lui préparais un smoothie de récupération bien calorique quand quelqu'un a frappé à la porte. C'était la protection de l'enfance. J'ai ouvert et je suis tombé sur Janet Mills, assistante sociale au regard épuisé, clipboard en main. Derrière elle, Claire filmait la scène, sourire mauvais et téléphone brandi. « Monsieur Morrison ?» a demandé Janet. « Nous avons reçu plusieurs signalements pour mise en danger d'enfants concernant des activités liées aux troubles alimentaires dans cette maison. J'ai senti mon cerveau tourner à toute vitesse, mais j'ai gardé mon calme. Lucie est à l'étage. Elle se prépare pour son rendez-vous chez la psy. J'ai croisé le regard de Claire, qui a articulé dans le dos de Janet. C'est fini. Quelque chose dans sa tenue m'a frappé. Le même tailleur jupe-veste qu'elle portait des années plus tôt lors d'une ancienne enquête qui n'avait mené à rien. Janet est entrée, inspectant la cuisine du regard. La poudre protéinée et les ingrédients du smoothie de récupération étaient opposés sur le plan de travail, bien en évidence. Les doigts de Claire glissèrent sur son écran et quelques secondes plus tard, j'entendis le téléphone de Lucie vibrer à l'étage. Elle apparut en haut des escaliers, toujours en pyjama, et s'arrêta net en voyant sa mère. J'ai tout de suite remarqué ses manches longues. Il faisait 27 degrés dehors, et elle cherchait à dissimuler les traces laissées par ses perfusions lors de son hospitalisation la semaine précédente. Celle dont Claire ignorait tout parce que Lucie m'avait supplié de ne rien lui dire. « Je dois parler à Lucie seule !»
déclara Janet en posant sa tablette sur la table de la cuisine. Lucie dévala les escaliers pour venir attraper ma main. Mon papa peut rester? On voit bien qu'elle a été préparée, lança Claire depuis l'entrée. Janet observait tour à tour Claire et Lucie, tentant d'évaluer la situation. Claire en profita aussitôt. Lucie, ma chérie, explique à Madame Mills comment papa t'a aidé à lancer ton entreprise sur son ordinateur. Mon téléphone se mit à vibrer dans tous les sens. 3 parents, dont les filles avaient aussi été hospitalisées, mon avocat et le docteur Martinez tentaient tous de me prévenir. Il fallait absolument que Lucie ne parle pas sans être assistée. J'ai jeté un œil à l'écran, puis à Janet. En réalité, Lucie a rendez-vous chez sa thérapeute dans 23 minutes. Je montrai à Janet le SMS de confirmation sur mon téléphone. Claire se renfrogna, comprenant que je venais de décaler le rendez-vous prévu pour l'après-midi. J'ai des captures d'écran, lança Claire, en sortant un dossier. Le serveur Discord affiche l'adresse IP de Kevin pour toutes les actions d'administration, et tout ça pendant ses heures de travail. La sonnette retentit. Claire ouvrit la porte avant même que je puisse réagir, révélant la mère de Sophia, les yeux encore rougis. « Je viens soutenir l'intervention », annonça-t-elle. Ma fille a failli y passer à cause de ce qui se passait dans cette maison. Je vis Lucie incliner discrètement son téléphone, feignant de vérifier l'heure. L'application d'enregistrement tournait en arrière-plan, une astuce que je lui avais apprise après le divorce, pour sa sécurité. L'horodatage indiquait qu'elle enregistrait depuis 3 mois déjà. Janet observait la petite foule qui commençait à s'amasser dans ma cuisine. Pour l'instant, Lucie reste ici, mais je vais devoir interroger tout le monde séparément, en commençant par vous, Monsieur Morrison. Le sourire de Claire vacilla à peine. Elle s'attendait à ce que Lucie soit emmenée sur le champ. Dans mon bureau, Janet s'installa en face de moi. La mère de Sophia a également déposé une plainte, me prévint-elle en ouvrant son dossier. Ce qui est étrange, c'est que les 2 plaintes emploient exactement la même formulation juridique. Je remarquai sa bague, un anneau au motif celtique qui me rappelait vaguement quelque chose. À travers les cloisons minces, j'entendais la voix de Claire dans le salon. « Tu te souviens de ce camping juste avant que papa ne commence à boire sérieusement ?» Elle devait sûrement montrer à Lucie des photos sur son téléphone, des photos que je pensais avoir effacées de notre cloud partagé depuis des années. Mon portable professionnel sonna, mais je laissais le répondeur gérer. Janet entendit parfaitement le message de mon patron. « Kevin, il faut qu'on discute de la situation avec les victimes impliquant ta fille. J'ai reçu des mails très préoccupants, avec des captures d'écran. » On sonna à nouveau. La voix du docteur Martinez résonna dans l'entrée, mais Claire haussait le ton. Elle n'a aucune habilitation pour intervenir en cas de crise. Je vérifiais. Comment Claire pouvait-elle être aussi informée sur la thérapeute de Lucie? Janet sortit alors un mail imprimé de son dossier. Mademoiselle Morrison a transmis des documents montrant que l'entreprise était enregistrée à votre adresse IP personnelle. Elle pointa l'horodatage du doigt. Ce mail est parti pendant votre présentation professionnelle de mardi dernier. La panique me prit à la gorge. Regardez les bras de Lucie. Elle a été hospitalisée la semaine dernière pour malnutrition. C'est elle la victime aussi. Les mots m'avaient échappé, bien que Lucie m'ait supplié de garder ça pour moi. J'entendis ses pas précipités dans l'escalier, puis la porte de sa chambre claquer. La voix de Claire flottait toujours depuis le salon. Je prie pour la guérison de ma fille, après l'hospitalisation forcée par son père. Une notification Instagram retentit juste après. Par la fenêtre, j'aperçus les voisins, intrigués, qui observaient depuis leur jardin. D'autres voitures arrivaient, la BMW de Jake, le compagnon de Claire, 2 véhicules de la protection de l'enfance et quelqu'un d'inconnu, muni d'un badge presse accroché au rétro. Janet continuait de prendre des notes, tandis que la voix de Claire montait d'un cran dans le salon. Elle montrait un classeur à quelqu'un. J'ai tout consigné, chaque incident inquiétant, la perte de poids de Lucie, son comportement étrange, les méthodes d'isolement employées par Kevin. Le docteur Martinez tenta d'entrer par la porte de derrière, mais Jake lui barra la route. Il s'adressa à elle d'un ton sourd et menaçant. La thérapeute qui s'est retrouvée seule avec une ado fragile pendant des mois veut maintenant se mêler de tout. Je sortis alors mon téléphone et montrai à Janet les dossiers de thérapie de Lucie. Regardez, tout est noté ici. On y voit bien les manipulations et menaces de Claire. L'expression de Janet changea légèrement. Elle avait déjà vu ce genre de situation. Mais Claire ne se laissa pas démonter. Ce sont les séances où Kevin l'accompagnait et attendait dehors, lança-t-elle, devinant visiblement ce que je montrais à Janet. Qui sait ce qu'il lui faisait dire? Mon ordinateur portable reposait sur le bureau, toujours connecté à l'ancien compte mail de Claire, à l'époque où on partageait les finances. J'aurais pu y chercher des preuves de son influence, mais y accéder relèverait du piratage. Le téléphone de Janet vibra. « Je dois interroger Lucie maintenant », annonça-t-elle en se levant. Dans la chambre, Claire était déjà assise sur le lit, caressant les cheveux de Lucie. « Je sais que papa veut bien faire, mais tu te souviens quand il a raté ta pièce de théâtre à l'école à cause du boulot ?» Le journal de Lucie était ouvert sur la table de nuit et Claire le lisait. Janet demanda que nous soyons tous les 2 présents pour l'entretien avec Lucie. Claire ne cessait de revenir sur des souvenirs inventés. Tu te rappelles quand papa a oublié de venir te chercher à la danse et que tu as dû rentrer sous la pluie? Lucie semblait complètement perdue. Elle n'avait jamais pris de cours de danse. Mon téléphone vibra à nouveau. Un mail, un brouillon que je ne me rappelais même pas avoir rédigé, venait d'apparaître dans mes messages envoyés. Lucie maigrit trop, mais l'entreprise rapporte trop pour qu'on arrête. Sophia arriva avec sa mère, papillonnant des paupières à toute vitesse, son tic habituel quand elle mentait. Lucie affirma que son père était au courant des repas prévus, mais qu'il avait besoin de l'argent. Claire sortit son téléphone. J'ai un message vocal de Kevin. Il me l'a laissé après un dîner d'affaires. Elle le mit sur haut-parleur et ma voix, un peu pâteuse, envahit la pièce. Lucie chérie, désolée d'avoir encore raté le dîner.
Prépare-toi quelque chose de sain. Sorti de son contexte, ça n'avait plus aucun sens. Janet regarda son propre téléphone. L'audience officielle pour la garde, c'est la semaine prochaine. L'avocat de Claire avait déjà déposé un dossier de 50 pages, dont la date montrait qu'il avait été préparé depuis des semaines. Je prétextais une envie pressante, et filais non pas aux toilettes, mais dans mon bureau. Le mot de passe Discord de Lucie était sauvegardé sur mon navigateur. Elle m'avait demandé de le retenir, au cas où. Les messages apparurent, échanges entre Claire et d'autres mères, documents de formation, accords de partage des bénéfices, un cercle fermé de mamans de la ville. Claire transmettait son business à d'autres duos mère-fille. C'est alors que le docteur Martinez entra dans l'embrasure de la porte, le visage blême. « Kevin, il faut que je te dise quelque chose avant que... » Elle s'interrompit en voyant ce qui s'affichait sur mon écran, le réseau de Claire. Elle m'a proposé un poste, souffla-t-elle, dans une clinique de la famille de Jake à partir du mois prochain. J'ai refusé, mais elle connaît des choses très personnelles sur ma fille. Je me suis mis à faire des captures d'écran de tout. Les vidéos de formation montraient Claire expliquant des techniques de manipulation psychologique, prenant Lucie comme exemple. L'une s'intitulait « Créer de la concurrence pour maximiser les profits », ce qui me mit hors de moi. J'ai tout envoyé à mon avocat. Sa réponse ne tarda pas. Supprime tout. Claire a déposé une ordonnance restrictive pendant la visite des services de protection de l'enfance. En accédant à ces messages, vous enfreignez la loi. L'ordonnance était datée de 14h47, exactement à l'arrivée de Janet. Le téléphone du docteur Martinez sonna. Elle répondit, et son visage se décomposa à mesure qu'elle écoutait. « J'ai compris », murmura-t-elle. « Conflit d'intérêts ? Très bien, j'enverrai la lettre de retrait aujourd'hui. » Elle raccrocha et se tourna vers moi, les yeux remplis de larmes. « Je ne peux plus assurer le suivi de Lucie. Je suis désolé. » Par la fenêtre, j'aperçus d'autres voitures arriver. Des parents d'élèves se rassemblaient sur ma pelouse, certains avec des pancartes. « Protégeons nos filles », lisais-je sur l'une d'elles. Une notification apparut sur mon téléphone. « Vous avez été ajouté au groupe Justice pour les victimes de TCA. » Les messages fusaient. La moitié m'accusait d'avoir laissé Claire agir sans rien faire. L'autre réclamait qu'on lui fasse un procès. Plusieurs parlaient d'action en justice. Un parent du conseil d'administration de l'école proposa que Lucie soit placée en famille d'accueil, loin de nous deux. Mon téléphone vibra, un SMS d'un numéro inconnu. Une photo de Lucie en larmes dans sa chambre, accompagnée du message « Elle est plus en sécurité avec sa mère. Arrêtez de vous battre. Sinon, ça ira plus loin. » Dans le reflet de la fenêtre de Lucie, j'aperçus Jake, son téléphone à la main, capturant la scène. Je courus dans la chambre où Janet terminait son entretien. Claire affichait un sourire angélique. J'ai fait une proposition via mon avocat. Kevin peut tout abandonner, me laisser la garde exclusive, et je garantirai à Lucie un vrai suivi à Serenity Hills. Serenity Hills, la clinique de la famille de Jake, celle qui faisait l'objet de 3 plaintes pour maltraitance de patients. Non, ai-je répondu, catégorique. L'avocat de Claire devait écouter, car quelques minutes plus tard, un message surgit sur le groupe des parents. Le père refuse des soins à sa fille malade. Il préfère gagner plutôt que de la soigner. Janet rassembla ses papiers. L'audience d'urgence pour la garde est fixée à jeudi, dans 48 heures. Elle nous observa tour à tour. Préparez-vous bien, tous les deux. Quand tout le monde fut parti, je restai assis dans la chambre vide de Lucie. Sur les conseils de Janet, elle était allée dormir chez ma sœur Sarah. Son ancien journal de sa première année de lycée traînait sur l'étagère. Je l'ai ouvert, les mains tremblantes. Les pages de quelques mois avant le divorce m'ont glacé le sang. Claire lui parlait déjà des calories, des aliments bons ou mauvais. L'entreprise n'avait pas perverti Lucie. C'est Claire qui l'a conditionnée depuis des mois, alors que nous vivions encore ensemble. Mon téléphone sonna. 3 mères différentes, chacune avec la même histoire. Claire leur avait proposé de tout reproduire avec leur propre fille. Kit de formation à $500, coaching mensuel, pourcentage sur les bénéfices. Elle m'a dit que vous étiez d'accord, m'a confié une mère, que c'est vous qui aviez tout mis en place côté technique. Mon avocat m'a appelé ensuite. Kevin, je vais être honnête. Claire n'a jamais vraiment lutté pour la garde pendant le divorce. Je pensais qu'elle était épuisée, mais avec le recul, je crois qu'elle voulait clairement que tu aies Lucie le temps de développer son réseau. Tout s'est éclairé d'un coup. Ce combat pour la garde mené sans conviction, cette victoire apparemment facile, Claire avait tout manigancé. J'ai passé la nuit à créer un faux profil, maman inquiète d'une fille TCA. En quelques heures, j'ai intégré le groupe privé de formation de Claire. Les vidéos étaient à peine croyables. Claire y expliquait comment repérer les filles vulnérables, instaurer une rivalité, présenter les choses pour ne jamais être inquiétée par la loi. Mais j'ai franchi une limite. J'ai téléchargé les vidéos, je les ai montées pour que Claire paraisse pire encore, en surlignant les moments les plus accablants et en ajoutant des sous-titres qui déformaient un peu ses propos. Je me disais que c'était pour Lucie, pour toutes les filles, mais au fond de moi, je savais que j'étais en train de devenir tout ce que je détestais. Le lendemain matin, j'ai retrouvé Sophia dans un café. Sa mère attendait dans la voiture, tout documenté pour son avocat. J'ai besoin de savoir la vérité, ai-je dit doucement. Quand tout a-t-il commencé au juste? Les mains de Sophia tremblaient. C'est Lucie qui m'a recruté d'abord, puis sa mère a pris le relais. Elle disait que si j'écartais Lucie, je pourrais gagner plus. Sophia a baissé les yeux, nerveuse. Je suis désolé, j'avais tout le temps faim et l'argent me faisait tenir. J'avais promis de l'aider à se soigner si elle témoignait sincèrement. Encore une barrière franchie, user d'une enfant malade pour obtenir des infos. Plus tard, dans l'après-midi, le docteur Martinez m'a appelé. Claire est au courant pour la boulimie de ma fille. Elle m'a prévenu qu'elle le dévoilerait si je ne soutiens pas sa version des faits. Kevin, je n'ai pas le choix. On a toujours le choix, ai-je répondu sèchement. Je sais aussi ce qui concerne ta fille. Dis la vérité, sinon je ferai savoir à tout le monde la véritable raison de ton retrait du dossier de Lucie. Ces mots avaient un goût amer. 1 heure plus tard, le docteur Martinez m'a répondu par mail. Tu es devenu comme Claire maintenant.
L'horodatage montrait qu'elle avait rédigé son message pile pendant ce qui aurait dû être ma propre séance de thérapie, celle que j'évitais depuis le début, mais ma menace n'a servi à rien. L'avocat de Claire a révélé que le docteur Martinez avait déjà remis une déposition en faveur de Claire des semaines avant, anticipant exactement ce scénario. Le soir même, Lucie m'a envoyé un message depuis la maison de Sarah. Peut-être que la méthode de maman est plus efficace. Au moins, elle assume d'utiliser les gens. Ces mots m'ont brisé le cœur. Je me suis rendu dans un des appartements appartenant au compagnon de Claire. Il en possédait plusieurs en ville. Je lui ai expliqué que j'avais besoin d'être plus près du tribunal pour les audiences. Il a accepté, sans doute parce que Claire voulait garder un œil sur moi. L'appartement donnait sur la fenêtre de la chambre de Lucie, chez nous. Cette nuit-là, j'ai fouillé l'endroit. Dans un classeur fermé à clé, j'ai mis la main sur des factures d'achat de laxatifs en gros, des listes de clientes mineures avec leur âge et leur poids cible, des tableaux de profit affichant plus de 200 000 $ de chiffre d'affaires générés par leur réseau. Jake fournissait les médicaments et prenait sa commission au passage. Mais le pire restait à venir avec Sophia. Elle n'était pas une simple victime retournée contre eux, c'était la toute première recrue de Claire, formée pour infiltrer le groupe d'amis de Lucie. Lorsque les profits ont chuté, Claire lui a ordonné de tout balancer, sachant très bien que ça aboutirait à cette situation. J'ai relu les messages que j'envoyais à Lucie plusieurs mois plus tôt, tellement fière de toi. J'adore te voir prendre des initiatives. Ton esprit d'entrepreneuse me bluffe. Pendant que je la félicitais pour ses qualités de gestionnaire, elle dépérissait à vue d'œil. Claire utiliserait chacun de ses messages contre moi. L'ancienne maison de poupée de Lucie se trouvait dans un coin de l'appartement, parmi les affaires que Claire avait embarquées lors du divorce. À l'intérieur, dissimulée dans le minuscule grenier, j'ai trouvé une clé USB, les véritables preuves de Lucie, cachées à ses deux parents. Le support contenait tout, mais pour y accéder, j'avais dû manipuler Mia, la plus jeune fille de Claire, venue passer la journée. Je lui avais demandé de me montrer les anciennes cachettes de Lucie sous prétexte d'un jeu. Elle était ravie d'aider, sans se douter qu'elle trahissait sa sœur. Mia avait déjà perdu 2 kilos, la prochaine sur la liste de Claire, et je l'avais utilisée, moi aussi. Cette nuit-là, j'ai mis la main sur le vrai journal de Lucie, dans la maison de poupée. Ce que j'y ai découvert dépassait mes craintes. Lucie avait commencé à se restreindre seule, bien avant que Claire ne s'en mêle. Mais Claire l'avait découvert, puis exploité, transformant la situation en business. Je suis resté là, le journal en main, avec la possibilité d'ajouter des pages, d'accuser Claire d'être une maltraitante directe plutôt qu'une simple opportuniste. Qui le saurait? Lucie n'y avait rien écrit depuis des mois. J'ai pris un stylo et j'ai commencé à imiter son écriture. Maman m'a frappé parce que j'ai refusé de recruter d'autres filles. Maman a menacé de se suicider si je n'atteignais pas les quotas. Tout était un mélange de mensonges et de vérités. Je détruisais des preuves tout en inventant d'autres. Un bruit léger a attiré mon attention. Un ours en peluche sur l'étagère, l'un des jouets de Mia. Dans la lumière, ses yeux brillaient. En m'approchant, j'ai découvert une minuscule caméra en train de filmer et d'envoyer le tout sur le cloud. L'horodatage montrait qu'elle enregistrait depuis des heures. Claire avait tout. Moi, en train de manipuler Mia, de falsifier le journal, en train de devenir le monstre qu'elle décrivait. Mon téléphone a vibré. Mon patron. Kevin, je suis désolé. Nous avons la preuve que tu as accédé au compte de Claire depuis ton ordinateur du travail. C'est un motif de licenciement immédiat. Pas d'indemnité, l'assurance s'arrête vendredi. Les murs se refermaient sur moi. Chaque action menée pour protéger Lucie donnait à Claire de nouvelles armes. Chaque petite victoire ouvrait de nouvelles failles. Le juge a ordonné des expertises psychologiques pour tout le monde. La psy désignée s'appelait Dr Patricia Hendricks. En cherchant un peu, j'ai découvert qu'elle était la cousine par alliance de Claire, ce que Claire savait forcément en manœuvrant pour obtenir cette juridiction. Je suis passé devant le tribunal où j'avais obtenu la garde, il y a tout juste 1 an. Le même bâtiment où tout allait se jouer, dans 2 jours. Sauf que cette fois, c'est Claire qui serait à ma place, et moi qui devrais me battre pour garder un accès à ma fille. Ma sœur Sarah m'a appelé. Kevin, je t'aime, mais dis-moi, tu as déjà envisagé que Lucie ait tout déclenché elle-même? Qu'elle ait accusé maman pour te protéger? Je me souvenais de son régime secret en secondes, avant le divorce. Même Sarah commençait à douter. L'alliance parentale changeait d'heure en heure. Ceux dont les filles allaient mieux étaient de mon côté. Les autres me rendaient responsable d'avoir soutenu Claire. Les avocats nous tournaient autour comme des requins, s'organisant dans notre dos, flairant des opportunités de deal. Je n'avais plus rien. Les cartes de crédit explosées par les frais d'avocat et les soins de Lucie, plus de travail, plus de revenus. Mon avocat réclamait encore une provision que je ne pouvais pas avancer. J'ai tenté de voir Lucie à la cantine, mais Claire est arrivée avec une ordonnance imposant une surveillance pendant le déjeuner. On m'a escorté dehors. Les papiers étaient prêts depuis des semaines, attendant juste le bon moment. Mon nom a été retiré comme contact d'urgence, remplacé par celui de Jake. Cette nuit-là, j'ai dormi dans ma voiture, sous la fenêtre de Lucie chez Sarah. Juste avant minuit, la lumière du Porsche a clignoté 2 fois, notre vieux code pour dire « tout va bien ». Mais rien n'allait bien. Aucun de nous n'allait bien. Le lendemain matin, Claire m'a envoyé une photo. Lucie et Mia assises à la table du petit déjeuner. Devant Mia, 3 fraises et un verre d'eau. En légende, elle avait écrit « On transmet les bonnes habitudes à la génération suivante ». J'ai aussitôt contacté la protection de l'enfance au sujet de Mia, mais l'affaire s'est retournée contre moi de façon spectaculaire. Mon signalement a été classé comme une dénonciation mensongère faite par un père rancunier. Ma crédibilité était désormais réduite à néant. Les rapports me présentaient comme obsédé par la nourriture et le poids, soupçonnant même que je projetais mes propres problèmes sur ma fille.
2 heures plus tard, Mia était hospitalisée pour déshydratation. Claire a immédiatement rejeté la faute sur moi, accusant mon harcèlement d'avoir provoqué un stress tel que nos 2 filles en étaient tombées malades. L'assistante sociale de l'hôpital, complètement dépassée, a noté que nous posions tous les 2 problèmes et a recommandé de retirer Lucie et Mia de notre garde. Mais le coup fatal est venu de Lucie elle-même. Depuis 3 mois, elle rassemblait des preuves, nous enregistrant tous les 2 sans qu'on s'en doute. Des heures d'audio à m'entendre promettre que j'allais tout arranger alors que je ne voyais même pas sa détresse. Claire, elle, lui apprenait à tirer profit de sa propre souffrance. Au fond, nous l'avions toutes les 2 abandonnée. Elle avait pris les devants, pris un avocat avec l'argent du business, non pas pour nous départager, mais pour défendre ses propres intérêts. L'audience sur la garde des enfants était prévue pour le lendemain. Claire avait son réseau, ses dossiers, sa cousine psychologue. Moi, il ne me restait plus que la vérité, mais elle ne pesait plus grand-chose après tous mes gestes désespérés. J'étais devenu exactement ce que Claire disait de moi, un père obsédé par la victoire, qui avait perdu de vue l'essentiel. Lucie n'avait pas besoin que je gagne, elle aurait eu besoin que je sois le père que j'étais avant tout ça, celui qui faisait des cookies avec elle, celui qui lui faisait confiance. Mais il était trop tard désormais. Nous étions tous trop brisés, trop pris dans cette guerre pour même nous rappeler ce que c'était, la paix. Demain, un juge trancherait nos vies, mais au fond, tout était déjà joué. Le business que Claire avait appris à Lucie à lancer nous avait tous détruits. Le vrai produit, ce n'était ni des menus ni des régimes, c'était la souffrance, emballée et revendue à des jeunes filles vulnérables par ceux-là même qui étaient censés les protéger. Demain, tout le monde verrait jusqu'où nous étions tombés dans notre lutte pour prouver qui était le meilleur parent. La vérité, c'est qu'aucun de nous ne méritait ce titre. Le matin de l'audience, j'ai émergé de mon sommeil dans la voiture, réveillé par un huissier qui frappait à la vitre. Encore des papiers de l'avocat de Claire, une requête d'urgence m'accusant d'avoir harcelé Mia à l'hôpital. Les caméras de surveillance allaient de me montrer sur le parking, même si je n'étais jamais entré. Je suis arrivé tôt au tribunal, espérant voir mon avocat avant l'audience. Il était déjà là, visiblement épuisé. Kevin, il faut que tu comprennes une chose. Le juge a vu les images de l'ours en peluche. L'équipe de Claire les a transmises hier soir. J'ai senti mon estomac se nouer. Les faux carnets, moi manipulant une fillette de 8 ans, tout était là. Il y a autre chose, a-t-il ajouté. Le rapport du docteur Hendricks vient de tomber. Elle recommande une visite surveillée pour vous 2. Par la fenêtre du tribunal, j'ai vu Claire arriver entourée de toute sa cour, Jake, son avocat, et plusieurs parents du groupe de soutien. Elle avait habillé Lucie de façon sage, la faisant paraître plus jeune, plus vulnérable. Lucie avait les yeux rougis, le regard fixé au sol. Rapidement, la salle d'audience s'est remplie. Des parents de chaque camp, des journalistes du coin, des travailleurs sociaux. Janet Mills était assise au fond, le visage fermé, et j'ai remarqué qu'elle ne portait plus son alliance. Le juge Chen a ouvert l'audience. L'avocat de Claire a commencé en me dépeignant comme un père négligent qui avait laissé sa fille se lancer dans une activité dangereuse tout en buvant plus que de raison. Les images de l'ours en peluche sont apparues à l'écran, me montrant en train de falsifier des carnets, de poser des questions à Mia sur des cachettes. À l'image, mon visage avait quelque chose de monstrueux. Les parents se sont succédés à la barre. Ils ont raconté les hospitalisations de leur fille, les factures médicales, les rendez-vous chez le psy. La mère de Sophia a fondu en larmes en évoquant le moment où elle avait retrouvé sa fille inconsciente dans la salle de bain. Chaque témoignage, un clou de plus dans mon cercueil. Claire a ensuite pris la parole, incarnant la mère soucieuse de ses enfants. Elle a reconnu qu'elle était au courant du business, mais a affirmé qu'elle essayait de protéger Lucie de mes réactions. Je savais que Kevin allait surréagir et la traumatiser davantage. J'essayais de gérer les choses avec tact. Le contre-interrogatoire de mon avocat a mis au jour le réseau, les vidéos de formation, le partage des profits. Mais Claire avait réponse à tout, accumulant les preuves, expliquant qu'elle aidait d'autres mères à repérer les signes d'alerte pour protéger leur fille. Chaque élément qui aurait dû la compromettre devenait, avec elle, une preuve de son héroïsme. Pendant la pause, l'avocate de Lucie m'a rejoint dans le couloir. Une jeune femme nommée Nathaniel Chen, sans lien avec la juge. « Lucie veut vous parler avant de témoigner », m'a-t-elle annoncé. J'ai retrouvé Lucie dans une petite salle de réunion, toujours engoncée dans cette tenue affreusement stricte. Elle semblait bien plus âgée que ses 14 ans. « Je vais tout leur dire », a-t-elle soufflé. « À propos du réseau de maman, de tes mensonges, de la façon dont vous m'avez tous les 2 utilisé. Lucie, je ne veux vivre ni avec l'un ni avec l'autre. » Sa voix était calme, déterminée. Tante Sarah a dit que je pouvais aller chez elle. Elle est sobre depuis 2 ans maintenant. Elle sait ce que c'est que de toucher le fond. Cette révélation m'a frappé en plein cœur. Sarah, que j'avais toujours considérée comme instable, reconstruisait sa vie dans l'ombre pendant que je détruisais la mienne. De retour dans la salle, Lucie s'est avancée pour témoigner. Son récit était d'une lucidité poignante. Elle a exposé les manipulations de Claire, les menaces, le modèle économique, mais elle ne m'a pas épargné non plus. Mes absences, mes compliments sur son esprit d'initiative alors qu'elle se privait de manger, mon obsession de la victoire qui m'avait fait oublier de la voir. Mes 2 parents m'aiment, a-t-elle déclaré droit dans les yeux du juge. Mais en ce moment, leur amour est toxique. Ils doivent se reconstruire avant de pouvoir redevenir mes parents. Elle a diffusé des enregistrements de son téléphone. 3 mois de preuves. Claire lui apprenant à repérer les filles en surpoids issues de familles aisées, moi la rassurant sans rien faire d'autre que de me disputer avec sa mère, tous les 2 utilisant sa détresse comme une arme. La salle d'audience est restée figée dans un silence lourd lorsqu'elle a terminé. Elle s'est effondrée en sanglots. Mais ces larmes de crocodile, je les connaissais déjà.
C'était mon tour de passer à la barre. J'ai tout avoué. Les faux extraits de journal, la manière dont j'avais manipulé Mia, l'accès aux mails de Claire, les menaces envers le docteur Martinez, toutes ces actions désespérées et regrettables commises soi-disant pour protéger Lucie. Je croyais que c'était pour elle, ai-je lâché d'une voix brisée. Mais à un moment, ça a juste été une question de battre Claire, d'avoir raison. J'ai complètement perdu de vue ce dont Lucie avait vraiment besoin. L'avocate de Claire a tenté de faire passer mes aveux pour une nouvelle manœuvre de manipulation, mais il était trop tard. Le mal était fait. Nous venions de prouver, chacun à notre manière, que nous n'étions pas capables d'être parents. Le docteur Hendricks, cousine de Claire mais impitoyable dans son rapport, est venu témoigner. Les deux parents présentent des traits narcissiques et des limites floues. Ils sont enfermés dans une dynamique toxique qui inflige à Lucie un dommage psychologique grave. Puis, à la surprise générale, la dernière témoin a fait son entrée. Mia, la plus jeune fille de Claire, amenée par son père, le premier mari de Claire. Faible, encore marquée par son hospitalisation, elle était en fauteuil roulant. Maman disait que je devenais jolie, a-t-elle murmuré au micro. Elle disait que 3 fraises me rendraient belle comme Lucie. Claire n'a pas tenu. Elle a fondu en larmes, tendant les bras vers Mia, mais son ex-mari a éloigné le fauteuil. Il était prêt lui aussi, tout noté pour déposer sa propre demande de garde. La juge Chen a suspendu l'audience quelques minutes. Quand nous sommes revenus, Lucie était assise près de Sarah dans le public. Ma sœur semblait transformée, plus solide, le regard clair, la main de Lucie serrée dans la sienne. Le jugement est tombé, net et sans appel. Sarah obtenait la garde d'urgence, le temps que les enquêtes et évaluations à domicile soient menées. Claire a été arrêtée pour mise en danger de mineurs et escroquerie. Les preuves accumulées contre son réseau étaient trop accablantes pour être ignorées. Pour ma part, j'avais droit à 2 heures de visite surveillée par semaine dans un centre agréé. Les 2 parents suivront une thérapie intensive pendant au moins 2 ans avant toute réévaluation de la garde, a statué la juge Chen. Lucie Morrison a fait preuve d'une force et d'une lucidité remarquables dans une situation impossible. Ce tribunal fait de sa sécurité et de sa reconstruction sa priorité absolue. Quand l'huissier a emmené Claire menottée, elle a lancé un dernier regard à Lucie. « Je suis désolée, ma chérie », a-t-elle articulé. Lucie s'est détournée sans un mot. Peu à peu, la salle s'est vidée. Les parents serrèrent leur fille dans leurs bras, les avocats échangèrent des cartes de visite, les journalistes prenaient leurs notes pour ce qui, le lendemain, ne serait qu'un entrefilet dans la rubrique locale. Des parents se déchirent autour de la maladie d'une adolescente. Dehors, j'ai observé Sarah aider Lucie à monter en voiture. Avant de s'installer au volant, ma sœur m'a adressé un regard ferme. 2 ans, Kevin. Remets-toi sur pied. Un jour, elle aura besoin de son père. Un vrai père. Elles sont parties, me laissant seule sur les marches du tribunal. Mon téléphone a vibré. Un mail de mon ancien patron. Une irrégularité avait été repérée dans mes notes de frais de l'an dernier. D'autres problèmes à venir. J'ai rejoint ma voiture et croisé un groupe de collégiennes, des amies de Lucie. Elles me montraient du doigt en chuchotant, mais j'ai poursuivi ma route. Dès le lendemain, je me mettrais à chercher du travail, probablement sur un chantier, un métier manuel, honnête. Ce soir-là, je me suis assis dans la maison vide. La chambre de Lucie était intacte, ses smoothies encore au frigo, préparés pour sa convalescence. J'ai sorti mon téléphone et pris rendez-vous avec un thérapeute spécialisé dans les traumatismes familiaux. Premier rendez-vous la semaine suivante. 2 ans. Sarah avait raison. Lucie aurait besoin de son père un jour. Mais pas de celui qui falsifiait des preuves, menaçait des femmes fragiles, ni de celui qui s'était tant perdu dans la rivalité qu'il en avait oublié sa fille. Mais peut-être, à force de travail, pourrais-je devenir le père qu'elle mérite. Je savais que Claire serait libérée sous caution dans quelques jours. Déjà, son réseau se fissurait, les mères se retournaient les unes contre les autres, les filles oscillaient entre rechute et guérison. Les dégâts étaient là, irréparables. Tout ce qui nous restait désormais, c'était d'essayer de réparer, de guérir. Un instant, j'ai pensé appeler Lucie, puis j'ai réalisé que je n'en avais pas le droit. À la place, je lui ai écrit une lettre que je n'enverrai jamais. Je suis désolé de t'avoir déçu. Désolé d'être devenu quelqu'un en qui tu ne pouvais plus avoir confiance. Désolé d'avoir transformé ta souffrance en affaire personnelle. Je t'aime, je ferai mieux. Je l'ai déchiré et jeté. Les mots ne valent rien. Lucie en avait assez entendu. Ce qui comptait, c'était d'agir. 2 ans de thérapie, 2 ans pour reconstruire, pour apprendre à être père sans être dans la lutte. Le matin, je chercherai du travail. L'après-midi, j'irai à ma première réunion des alcooliques anonymes. Depuis le début de toute cette histoire, j'avais largement dépassé le simple verre amical. Il fallait avancer, pas à pas, pour redevenir quelqu'un en qui Lucie pourrait avoir confiance. La maison sonnait creux, mais pour la première fois depuis des mois, il y régnait une certaine paix. La guerre était finie. Nous avions tous perdu. Restait le plus difficile, apprendre à vivre avec les ruines.